Bonjour et bienvenue dans Hors Cadre. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Catherine. Alors, vous la connaissez peut-être moins sous le nom de Catherine, mais en tout cas, parenthèse TDAH, ça évidemment, que vous connaissez tous sur les réseaux. Catherine, tu es coach systémique spécialisée en TDAH. J'accentue beaucoup sur ce terme de systémique. Catherine, tu accompagnes des enfants, des adultes, des parents, des couples, des familles pour mieux comprendre les impacts du TDAH sur la relation, sur l'organisation et le quotidien. Vous aurez compris pourquoi j'apprécie ce mot de systémique, parce que grâce à cette approche, tu aides à remettre de l'apaisement, de la clarté dans les liens, dans des environnements souvent épuisés par les incompréhensions et la surcharge. Bienvenue Catherine, merci d'être là. Merci de m'avoir enregistré. Bonjour. Aujourd'hui, on est un jour d'un long week-end, en tout cas en France, je sais qu'il n'est pas en France, et j'ai visionné ce matin une vidéo qui me fait beaucoup rire de toi, où tu parles de l'ado avec ses valises. Et pourquoi est-ce que ces valises peuvent être aussi volumineuses avec autant de choses dedans, quand bien même on part juste pour 3 ou 4 jours? Alors évidemment, je nous ai reconnus, mon fils et moi, où on est capable de faire tout rentrer dans un mini sac à dos Eastpak ou dans des énormes valises. J'avais envie de commencer avec ça parce que tu dis que le TDAH impacte jamais une seule personne, justement, mais que c'est un peu tout un système. Et à travers de toute ton expérience, quels sont les premiers déséquilibres que tu observes dans une famille où le TDAH n'est pas forcément compris ou simplement pas perçu? Et pourquoi les proches finissent par s'épuiser? Déjà, il faut savoir que quand il y a une seule personne qui est concernée par un TDAH, ça touche la totalité de tout ce qui concerne cette personne. Donc, c'est pas seulement la personne qui a le TDAH qui est diagnostiquée, mais c'est toute la famille, puisque malheureusement, il y a plein de choses qui ne sont pas automatiques, qui sont pas innées. Donc, c'est un apprentissage de longue durée. Et effectivement, il y a tout ce qui est procrastination, charge mentale, etc., qui peuvent impacter. Et puis, même au niveau financier, quand on a de l'impulsivité, en l'occurrence, on a tendance à avoir des achats. D'accord? Et en fait, on oublie nos achats précédents. Donc, parfois, on va acheter 10 fois la même chose. Tout ça parce qu'on a oublié. Ou alors, on a oublié que, on a des factures à payer parce qu'on sort le courrier de la boîte aux lettres et puis, on les dépose et puis après ça, on oublie. Mais par contre, à ce moment-là, on a envie d'acheter parce qu'on a une charge mentale qui est importante et donc l'impulsivité fait qu'on cherche de la dopamine de façon rapide et on va pas la chercher dans les bonnes solutions. Quand on est un enfant qui a un TDAH, dans ces cas-là, c'est difficile de rester concentré et ça, les gens ne voient pas. Le TDAH est un handicap invisible. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, on a l'impression que c'est un manque d'effort, que c'est un manque de motivation. Mais en fait, on ne voit pas l'effort qui est fourni déjà, ne serait-ce que pour être d'accord. Mais c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte que juste pour dire oui, parfois, juste pour être présent, c'est une bataille en nous. Parce que je parle avec toi aujourd'hui et il faut que je me force à me concentrer. Étant donné que mon cerveau fonctionne comme ça et qu'il déteste les surprises, du coup, j'anticipe déjà la fin de toutes tes phrases pour pouvoir créer mes propres réponses. Il y a 90 de chances que je suis dans le faux, on s'entend bien, mais c'est pas grave, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. En même temps, comme je suis hypersensible, je vais ressentir. Donc pendant que je suis concentrée sur toi, je suis pas concentrée sur quelque chose d'autre. D'accord? Je n'y arrive pas. Ça impacte la totalité de tout et pour un enfant, c'est pareil. Quand on lui demande d'être concentré à l'école, il y a un énorme effort qu'il doit fournir. En fait, dans sa tête, c'est: «Concentre-toi sur ce que la maîtresse dit. Concentre-toi sur ce que la maîtresse dit. Qu'est-ce qu'elle a dit?» Et le truc le plus dingue, c'est qu'on répète dans notre tête ce que tu me dis. Donc quand la prof parle, l'enfant, il répète dans sa tête. Le problème, c'est qu'au moment même où la maîtresse parle et qu'il répète, il a déjà loupé la moitié de l'autre phrase. Parce qu'il était déjà occupé à se concentrer sur ce qu'il avait dit précédemment. Donc, oublie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, comme l'enfant, il a fourni un énorme effort, parce qu'il y a aussi les codes sociaux. On oublie les codes sociaux. Ce que je trouve très drôle, c'est qu'on dit que nous, on n'a pas les codes sociaux. Mais en fait, en tant que personne avec un TDAH, je parle pour moi, d'accord? Le mensonge ne fait pas partie de mes attributions. J'ai toujours été franche. Trop peut-être. Même encore aujourd'hui, c'est à moi qu'on va demander de dire les choses à d'autres personnes parce qu'ils savent très bien que je vais aller droit au but. Je ne tourne pas autour du pot. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Ça a causé préjudice dans mon ancien travail. Mais je suis transparente. Si j'aime pas, j'aime pas. Ça se lit sur mon visage. Effectivement, j'ai pas de filtre et c'est parce que je suis 100 vraie que j'ai pas de codes sociaux
Alors que les autres, ils vivent dans cette hypocrisie, dans le mensonge, dans le il faut pas tout dire, toute vérité n'est pas bonne à entendre. Ouais, ben certes, mais enfin, si tu dis pas la vérité, comment tu veux changer les choses? Donc ça aussi, les codes sociaux, comme les enfants ne les ont pas et que c'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est acquis, le problème, c'est qu'on copie en fait les codes sociaux. À force d'entendre: «Tu peux pas faire ça, tu es trop comme ça, tu es trop comme ci, tu es trop, tu es trop, tu es trop», ben, finalement, son propre cerveau, il s'autoprotège en copiant. On copie les codes sociaux des autres. Mais ça nous demande du travail, hein, inconsciemment. Inconsciemment, sérieusement, ça nous demande un travail de fou, hein, parce que on a envie de rebondir, parce qu'on a envie de couper la parole. Quand il commence à me raconter une histoire, j'ai envie de lui dire: «Ah, j'ai connu la même chose». Pas pour me ramener tout ça à moi, mais tout simplement parce que j'ai envie de lui dire que je suis intéressée par ce qu'il me dit. Mais lui, il va voir ça comme quoi je ramène tout à moi et que je suis égocentrique, alors que pas du tout. Mais mon code social à moi, c'est j'ai envie de te dire que ce que tu vis, je l'ai ressenti aussi. Je ressens ce que tu dis. Et toi, tu vois ça comme: «Qu'est-ce qu'elle est égoïste celle-là, elle pense qu'à elle». C'est tellement ça, mais c'est tellement ça, je me revois complètement. Là, c'est le moment où on est justement dans un échange et donc et en plus dans un podcast, donc on essaye de pas couper la parole et je pense que c'est une des choses les plus compliquées au monde pour nous. C'est que moi, ça m'a effectivement, tu parlais de ton ancien travail, ça m'a beaucoup porté préjudice aussi dans mon ancien travail de, commencer à intervenir en disant: et puis de s'ennuyer finalement parce que c'était long la réunion alors que toi tu as déjà fini toutes les phrases dès les premières 15 minutes et en plus on te dit: «Mais enfin ça va, patiente», qu'il y ait le tour de table et que tout le monde ait pu s'exprimer et ensuite tu pourras, participer. C'est exactement ce que tu racontes. On te dit que tu es mal élevé, que tu coupes la parole, que tu veux imposer ton point de vue et que en plus tu te crois supérieur. Parce que tu dis: «Mais moi je sais, j'ai telle idée». On en parle aussi du fait que quand tu racontes quelque chose à quelqu'un et on va dire que tu as vécu un événement qui était émotionnellement prenant, mais quand tu veux la raconter à quelqu'un, à des amis, à ta famille, à ton conjoint, ils te disent: «Mais calme-toi», alors qu'en fait, tu racontes juste, tu revis le moment et tu pas fâché pour autant. Tu ressens les émotions, mais pas aussi fort qu'à l'instant, où tu l'as vécu. Les gens, ils nous trouvent trop intenses. Mais oui, mais ça, c'est être vrai. Je suis désolée, ça, c'est être vrai. Eh ben, je préfère 1000 fois être vrai et côtoyer des personnes qui sont vraies et que côtoyer des gens sur qui je suis pas sûre de pouvoir compter. Mais tellement, c'est exactement ça et c'est ça qui m'a fait partir de l'entreprise, le fait de parler des tests de mes enfants, de me découvrir moi, parce que j'ai découvert et je sais que moi, c'est ce qui m'a fait quitter l'entreprise parce qu'à force de parler et on me regardait avec des yeux ronds comme ça en disant: «Oh» et c'est le sujet tabou, ce dont on parle discrètement à la machine à café, mais qu'on met bien sous le tapis en disant: «Surtout, t'en parles pas ici parce que je veux pas que ça se sache» et moi, j'avais envie que ça se sache, justement et avec plein de gens qui se découvrent. Et toi, tu accompagnes, donc toi, tu l'as découvert à l'âge adulte, et tu accompagnes des adultes qui sont diagnostiqués tardivement. Est-ce que ce diagnostic vient réparer ou vient bouleverser? Est-ce qu'il y a des conséquences spécifiques qui sont liées à ces années de camouflage versus ceux qui grandissent avec et qui le savent? Alors, il faut savoir que l'âge moyen de diagnostic de la femme, c'est plus ou moins 38 ans. Et alors que pour les garçons, c'est 8 ans. Ça te dit déjà le niveau, hein. Tout ça, c'est parce que en fait, les symptômes féminins ne sont pas les mêmes que les symptômes masculins. Les grilles de diagnostic sont toujours, à l'heure actuelle, basées sur, des critères masculins. Donc il est grand temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que ça va peut-être un petit peu aider à mieux diagnostiquer les filles. Parce qu'encore aujourd'hui, combien de familles j'accompagne pas, où les filles sont diagnostiquées et pas les filles? Et que je dis: «Ce serait bien de faire diagnostiquer». «Oui, mais on n'a pas de problème». «Mais ça serait bien de faire diagnostiquer les filles». Donc quand un adulte est diagnostiqué sur le tard, ça répond à beaucoup de questions. Déjà, quelque part, on met un pansement sur des années de douleur. Parce que toute notre vie, on s'est senti différent. Parce que cette surcompensation finalement qu'on a mis des années en place et ce masking qu'on a mis pendant des années en place pour pouvoir être comme tout le monde, ben, on l'a fait parce que justement, on n'avait pas de réponse. Le TDAH, c'est un handicap à partir du moment où on nous impose à vivre dans des cases qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Je pars du principe que à partir du moment où je vis mon TDAH pleinement,
Je connais mon TDAH, je sais comment je fonctionne, je sais que j'ai des périodes de surcharge, je connais mes signaux, mes éléments déclencheurs. Je connais quand ma tête est dans le brouillard et je recherche toujours la raison pour laquelle, ah oui, OK, donc là, je fais quelle respiration, quel truc je vais faire. À partir du moment où je connais mon TDAH, ce n'est plus un handicap. Tout à l'heure, j'ai vu un reportage où une dame qui fait que c'est un problématique de dire que les personnes, de remarquer que les personnes qui ont un TDAH essayent d'en créer une identité. Ben, moi, je suis désolée. Moi, à partir du moment où j'ai dit: «Je suis TDAH», en fait, à partir du moment où tu as ce trouble, bon, OK, on peut pas dire: «Je suis TDAH» parce que c'est: «Je suis un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité». Là, OK, j'avoue franchement que ça bug un peu. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un terme identitaire, donc voilà. Donc moi, à partir du moment où tu as un trouble qui te règle, qui te gère de la tête aux pieds, il décide quand est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais boire, combien de temps je vais être focus sur quelque chose, comment je vais parler à une personne, comment je vais éduquer mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quand est-ce que je vais me laver les dents. À partir du moment où tu as ce trouble qui finalement gère la totalité de ton être, comment ne pas être identifié à ça? Bon, franchement, donc l'adulte, une fois qu'il a son diagnostic, ça pense énormément de ses blessures et puis il commence du coup à chercher des solutions. D'accord? Donc moi, quand j'accompagne un adulte, on va rajouter des outils qui vont l'aider à mieux gérer, à mieux se comprendre. On détermine toujours par un bilan, ça c'est normal, d'accord, pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis après ça, en fait, chaque fois qu'on se voit, j'ai besoin qu'il me raconte toute sa semaine ou tous ses 15 jours ou tous ses 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? Pourquoi? Parce que je vais lui expliquer pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir du moment où il arrive lui-même à se comprendre, alors il arrive à pallier tout ça et il arrive à poser les bons outils sur ses, problèmes, à mieux se comprendre, à vraiment bien comprendre son fonctionnement et en fait, au bout de 2-3 mois, bah, ils ont plus besoin de moi et ils sont complètement libérés. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai une dame de 65 ans que j'ai suivie et donc je lui ai appris, à vivre, avec son TDAH et elle me dit: «Mais quand je m'assois dans un canapé, je m'ennuie. Ça ne m'est jamais arrivé». Et alors elle dit: «Parfois, j'ai ce vide dans la tête et je dois me forcer pour penser à quelque chose». Elle dit: «Je me sens seule, je me sens vide». Mais c'est un truc de fou. En fait, c'est dingue, d'avoir des moments comme ça où il y a rien qui vient dans la tête. Et donc je réapprends en fait à ces gens tout simplement que des moments comme ça peut exister. Parce que c'est comme un déménagement, hein, un coaching. On vide la totalité de la tête pour tout mieux ranger. C'est une grande découverte en fait. Et quand on accompagne des adultes, alors ils arrivent à plus facilement transposer ça pour leurs enfants. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est hyper riche, merci pour tous ces partages parce qu'effectivement, un coaching, c'est comme un déménagement. Moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne. Alors souvent, c'est des parents qui t'emmènent leur ado parce qu'ils ont fait ça depuis des années et moi, je l'ai fait aussi, hein, plus jeune, où tu les emmènes chez l'orthophoniste, tu les déposes chez le dentiste, tu les déposes chez l'ergothérapeute, tu les déposes un peu comme une voiture à réparer, tu vois. Il y a une aile à changer, il y a un petit truc à réajuster, il y a, voilà. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Alors moi, je l'ai découvert au fur et à mesure le jour où j'ai tout envoyé balader en disant, mais en fait, arrêtez avec vos 5 clés pour, vos 10 conseils pour, les 10 minutes de lecture, les 3 minutes de table de multiplication. Non, en fait, stop, ça va pas marcher. Exactement comme tu le dis, raconte-moi ta semaine, tes 15 jours, tes 3 semaines, et puis à partir de là, on va reprendre tout ça, on va le re-ranger, ça va être ta méthode. Comme toi, ou comme cette dame, ça ne m'est jamais arrivé de m'asseoir dans un canapé, de penser à rien. Et je vois mon fils, c'est pareil. Et quelque part, j'en rêve, je suis hyper jalouse. J'adorerais pouvoir me poser et penser à rien, tu sais. Le nombre de fois où j'ai voulu prendre mon cerveau et le poser sur le siège d'à côté en disant mais arrête, 2 minutes, juste 2 minutes, laisse-moi dans le calme. Chacun trouve après son mode d'emploi et la vie devient tellement, mais tellement plus simple. Quand tu accompagnes justement cette relation, il y a la personne qui se découvre et ensuite, comment est-ce qu'elle fait pour recréer du lien et de l'apaisement dans cet écosystème, justement, dans sa famille, dans son couple, dans ses relations? C'est ça qui est incroyable en fait, c'est les familles qui remarquent qu'il y a moins d'impulsivité. On dit ça, hein, souvent, on est des véritables bulldogs, hein, surtout quand on est en surcharge, on lâche rien. Et il y a des personnes en fait qui sont en hypervigilance quasi toute leur vie. D'accord? On part toujours sur 3 zones, donc tu as la zone verte, la zone orange et la zone rouge.
Dans un des premiers exercices qu'on va donner, c'est d'essayer d'identifier la zone orange pour pouvoir inverser la machine et donc retourner dans la zone, verte. Mais en fait, je réalise qu'il y a des et souvent les adultes et plus souvent les femmes, ils sont en zone orange tout le temps. Tellement que le cerveau, il ne sait même plus ce que c'est une zone verte. Parce qu'ils sont en hypervigilance non-stop, parce que c'est leur moyen de fonctionnement. Quand on arrive à travailler avec eux et à recréer ces zones vertes, ils viennent me trouver et me disent: «Ah ben mon mari, il a réalisé que je criais moins. Ah ben, mes enfants ont trouvé que, je passais plus de temps avec eux». Voilà, c'est comme ça qu'on réalise que ce qu'on fait marche. On applique les outils à son propre quotidien. Alors c'est pas, des gros partages avec les gens, mais ce sont des répercussions en fait qu'il y a sur le quotidien. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur ce mot de systémique. Parce que justement, c'est vraiment tout un écosystème. Quand il y en a un qui bouge, comme un puzzle, tu fais un petit peu bouger une pièce, bah forcément toutes les autres aussi autour, elles sont plus imbriquées pareil. Et possiblement le puzzle de départ, il est juste pas confort. Tu vois, on parle très souvent de sa zone de confort. Je déteste ce mot, c'est une zone de connaissance qui est pas forcément bien, mais c'est tout ce que tu connais. Donc l'extérieur peut faire un peu peur et t'as pas forcément envie de faire bouger les choses. Ce que j'entends dans ce que tu dis finalement, c'est que le vrai sujet du TDAH, c'est pas tant un trouble de l'attention, mais c'est surtout de la relation. C'est vraiment ça. Je vais prendre l'exemple de la famille. Même si je fais de l'accompagnement parental, il faut savoir que quand on a un enfant TDAH, au niveau du couple, c'est assez, difficile parce qu'on n'est pas toujours aligné, on n'a pas la même style d'éducation et donc c'est assez complexe de ce côté-là. Je ne vais pas, masculiniser la chose ou dire, tout simplement, il y a que les mamans qui font bien. C'est pas du tout ce que je dis et au contraire, on serait bien étonné. Il y a l'enfant, on accompagne l'enfant, mais au sens même du couple, il y a des difficultés. Parce que déjà, on sait que le TDAH, il est héréditaire à hauteur de 75 à 80. Aux États-Unis, par exemple, quand un enfant est diagnostiqué, on demande à faire diagnostiquer le restant de la famille. C'est comme ça que ça devrait se passer en règle générale. Il y a quand même un facteur de plus de 60 dans la fratrie. Donc, quand il y a un enfant qui a un TDAH, on monte à presque 60 que le frère et la sœur l'aient aussi, mais 75 à 80 au niveau des parents. Ce qui veut dire, il y a fort à parier que un des parents, si pas les deux, l'ont aussi. Il y a aussi un problème de communication de ce côté-là. Donc, il y a une incompréhension entre les parents. Donc, on va travailler là-dessus. Au niveau du travail des parents aussi, il y a des aménagements à effectuer. Au niveau de la fratrie, parce qu'il faut savoir que les fratries, quand il y a un enfant qui est TDAH, s'il a un trouble de l'opposition en plus ou s'il y a un TDAH ou d'autres comorbidités supplémentaires, l'attention sera portée davantage sur cet enfant-là et les autres enfants, soit ils deviennent très difficiles parce qu'ils cherchent à avoir leur place, soit il y a une grosse jalousie par rapport au frère ou à la sœur qui a un TDAH, ou alors l'enfant prend tellement de place qu'on préfère s'effacer. On ne va pas donner de soucis supplémentaires à papa et maman. Donc on devient l'enfant modèle. Au moment où l'enfant qui a un TDAH rentre à la maison, il enlève son masque et c'est à ce moment-là que son frère et sa sœur, il met son masque. Et donc, c'est au niveau de la famille qu'il faut vraiment tout retravailler, mais tout. Mais ça ne se limite pas uniquement qu'à ça. Il y a la nutrition aussi qui est importante. Il y a la scolarité des enfants, des choses à mettre en place. Il y a également le design intérieur qui touche aussi, parce qu'il faut savoir que la pièce de vie, c'est certainement là où il y a le plus de crises. C'est aussi la pièce où il y a le plus de stimulation. Et nous qui sommes hypersensibles, que ce soit au niveau émotionnel, mais également sensoriel, une pièce qui est remplie de bruit, de sons, d'odeurs, eh ben, franchement, comment est-ce que vous voulez ne pas avoir des crises? Pour avoir une bonne cohésion familiale, il faut travailler sur tous les secteurs qui sont impliqués. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu ramènes vraiment tout le monde. C'est pas l'enfant qui est à réparer, c'est chacun parce qu'on voit très très bien au travers de ce que tu dis, tout ce que ça peut causer chez les autres, frères et sœurs. Moi, maman de 3 enfants avec des neuroatypies, toutes différentes et du coup des espèces de combos un peu différents, j'ai trouvé ça plus facile, en fait. Parce que je me disais, nous, au sein de la famille, on arrive quand même à se comprendre et les choses sont dites et elles sont posées. Et c'est le monde extérieur qui nous paraît très étrange. Donc c'est là où il faut réussir à décrypter un petit peu comment fonctionnent les autres. Mais c'était ça qui était vraiment intéressant aussi, c'est que ça oblige quelque part chacun à poser des mots
pour trouver sa place. Et je trouve ça super chouette de pouvoir le faire comme ça, parce que c'est pas toujours le cas. C'est un handicap invisible. Alors le mot de handicap fait encore super peur. Bon, sauf quand on joue au golf. Au golf, c'est hyper chic d'avoir un handicap. Mais sinon, si on n'est pas sur un green, c'est tout à coup beaucoup moins chic. Et pour autant, c'est réellement un handicap qui se communique au sein même de la famille. Donc on voit bien comment tu réussis à accompagner et à poser les mots pour que toute la famille s'engage. Et justement, avec le monde extérieur, dans tout ce que tu vois, comment ça se passe quand on se retrouve enfant à l'école ou qu'on se retrouve adulte en entreprise? Il y avait l'enfer, c'est les autres. Est-ce que c'est réellement un enfer? Je pense que c'est la façon dont on va percevoir les choses, d'accord? Donc à partir du moment où effectivement on le prend comme un handicap et qu'on subit son handicap, là ça va devenir un enfer. À partir du moment où on comprend comment on fonctionne, qu'on interagit comme on devrait interagir et surtout qu'on se regarde avec beaucoup plus de bienveillance, ça ne devient plus un enfer. Je pars du principe que, je me suis assez adapté aux autres. Jusqu'à mes 38 ans où je me suis fait diagnostiquer, ma vie a toujours tourné aux alentours des autres, et a fonctionné comme eux voulaient que je fonctionne et cetera. Aujourd'hui, je ne peux plus. Comme je suis franche, hein, moi quand j'arrive à saturation, ça me pose pas de problème de partir. L'essentiel c'est je ne pars pas comme ça. D'accord? Il y a une éducation quand même qui reste très présente derrière et si je dois dire aux gens: «Écoutez, là, j'en peux plus, je m'en vais, je reviendrai après». Voilà, je le fais, ça me pose pas de problème. Là où ça devient problématique effectivement, c'est chez les inconnus ou au restaurant. Parce que là, je suis en surcharge au moment même où je pénètre dans le restaurant. En fait, on se rend pas compte, hein, mais quand on va dans un restaurant, il y a de la musique. S'ils mettent de la musique à parole, j'entends rien de ce que mon voisin m'a sorti. Rien. Pour peu que la table d'à côté soit trop proche, j'en sais plus sur, les coucheries de la dame de la table à côté, que de la conversation de mon mari en face de moi. C'est comme ça malheureusement. Voilà, aujourd'hui j'en ris et mon mari en rit aussi, parce qu'il sait comment que je fonctionne mais parfois ça peut être vexant. Ça peut être vexant parce que j'ai pas retenu ce qu'on m'a dit ou, j'ai pas écouté. Si on s'explique bien à nos amis et que même s'ils comprennent pas, à partir du moment où ils ne comprennent pas, il faut savoir garder ce qui est à soi et laisser ce qui ne nous appartient pas. À partir du moment où j'ai dit mon diagnostic aux autres et que je l'ai expliqué, parce que je l'ai bien expliqué, si pour eux, le fait que je n'ai pas entendu ou j'ai pas compris, qu'il y a encore «Tu n'as pas fait d'effort», bah, c'est pas des vrais amis. Ça reste leur problème, c'est pas le mien. Le problème, ça vient plus des enfants. Quand tu as un enfant qui rentre et qui veut te raconter sa journée et des choses chouettes qui sont arrivées et qu'il attend de toi, que tu t'extasies, sur le dessin qu'il a effectué, qui ressemble plus à un champignon qu'à un cheval, mais bon, voilà. Et te raconter toute l'histoire qui tourne autour et que toi, tu es en saturation à ce moment-là et que tu n'es plus disponible, c'est là où la culpabilité, elle joue encore. Mais alors je le dis, je dis: «Je suis en saturation là, on en reparle un peu plus tard» et ils me disent: «OK». Il y a l'explication qui est derrière. Il y a ce mot handicap qui est présent et ça reste, tabou comme tu disais, hein. C'est encore un système qui reste un peu tabou. Et résultat des courses, on reste avec les stéréotypes, qu'on est mal éduqué, on fait pas d'efforts, et cetera. À partir du moment où on ouvre un petit peu plus notre bouche et qu'on explique clairement, parce que finalement, qui peut mieux expliquer ce qu'on ressent que nous? Donc à partir du moment où on explique clairement les difficultés, auxquelles on doit faire face, on déplace le problème dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est à la personne d'en faire ce qu'elle veut. Ça ne devient plus notre problème. Alors C'est certaines personnes vont se dire: «Mais oui, mais j'ai peur de me perdre mes amis et cetera». Mais est-ce que c'est une véritable amie si elle essaie pas de te comprendre? C'est pas ça finalement le but de la réelle amitié? Ou c'est pas ça le but de la réelle famille? C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de t'aider dans tes propres difficultés? Et c'est pas égoïste, hein, parce que nous, c'est pas un problème de volonté. Si on voulait comprendre, si on voulait écouter, si on voulait tout faire, bah oui, purée, on le ferait. Et c'est ça l'handicap, en fait. L'handicap, c'est la capacité de pouvoir faire les choses. C'est là. C'est là où ça devient effectivement peut-être un problématique. Mais finalement, en fait, quand dans ta question, c'est l'enfer, ben, l'enfer, c'est les autres. tellement ça. J'ai pas noté tellement, j'étais concentrée sur ce que tu disais. Il y a plein de choses, on entend beaucoup de la suradaptation. Et c'est vrai qu'on a passé des années à se suradapter, à faire des efforts. On entend. Oh, mais quand même, fais un effort, concentre-toi, tiens-toi bien, arrête de gigoter. J'imagine que là, tu as eu aussi tout le panel, hein, de la bonne éducation. Et on en fait constamment des efforts en permanence. Donc, quand en plus on nous rajoute un
Tu pourrais faire un petit effort. C'est la cerise sur le gâteau, le petit effort, alors que nous, on est déjà au max du max. Oui, il y a des années de suradaptation. Ça aussi, oui, l'enfer, c'est les autres, c'est savoir expliquer. Parfois, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un plâtre ou d'avoir des béquilles, parce qu'au moins, on n'a pas à expliquer les choses, ça se voit. Alors que quand ça se voit pas, il y a déjà une première suspicion de Hmm, c'est pas vraiment vrai. T'es sûr ou pas? Je me souviens dans mon ex-belle famille, devant la maison, il y avait des chats qui rentraient et ils avaient mis un truc avec des ultrasons de chaque côté de la porte, comme ça, quand le chat rentrait, comme il entend les ultrasons, pouf, il rentrait pas dans la maison, il ressortait automatiquement. Et il restait dans le jardin, sauf que moi j'entends les ultrasons. Et que ça fait super mal. Ça fait comme des acouphènes, je sais pas, mais c'est assez violent. Quand je leur ai dit non, s'il vous plaît, coupez ça parce que ça me fait mal en fait, je peux même pas rentrer ou sortir dans le jardin parce que ça me fait mal. Ben, ils ont fait des tests. Ils s'amusaient à éteindre, rallumer les trucs pour voir si vraiment c'était vrai et si vraiment j'entendais. Donc moi, je faisais un bond en me tenant la tête en disant ah, mais arrêtez, enfin, vous l'avez rallumé, c'est pas possible. Ils disaient ah ouais, mais en fait, c'est vrai, tu l'entends vraiment. Donc il y a vraiment ce côté de test. Quand tu disais est-ce que ce sont vraiment des vrais amis? Et quand on découvre tard son TDAH, on a passé sa vie à vouloir être comme les autres, pour être aimé, pour être accepté. Quand on est un enfant, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des amis, d'avoir un groupe d'amis, de ne pas être tout seul tout le temps à la récré. On se suradapte en faisant des efforts pour être comme les autres, pour être avec les autres. Et tout à coup, savoir dire, OK, je vous dis ce qui se passe, je vous explique que là, le resto, il est trop bruyant, qu'il y a trop de monde. Si vous ne voulez pas l'entendre ou si vous acceptez pas tel que je suis, bah, on va s'éloigner un tout petit peu, quoi. C'est hyper dur, c'est assez violent pour soi, surtout quand ce sont des gens proches qui possiblement sont des gens de la famille, sont des amis proches qu'on a toujours eus, mais on s'est toujours adapté. Et ça doit être un petit peu compliqué dans les relations. J'imagine que tu vois, au travers des gens que tu accompagnes, aussi ces moments où on est quand même un pied de chaque côté en disant eh, peut-être continuer à faire des efforts pour rester près d'eux. Il y a une chose que je remarque également, c'est que quand les personnes viennent me consulter, en règle générale, elles ont besoin d'un autre cadre de vie et c'est ça qu'elles recherchent. Je dis elles parce que la majorité, c'est des femmes. Elles en ont marre, en fait, d'être, ce qu'elles ne sont pas et donc elles n'ont plus envie de faire d'efforts. Parce que déjà, il y a plus d'œstrogènes, hein, en règle générale et que les œstrogènes, c'est un peu ça qui camoufle nos symptômes pendant toute une période et donc quand il y en a plus, c'est difficile de retrouver, cet équilibre qu'on avait avant et donc elles se rendent compte en fait, j'ai envie d'être moi et être moi, c'est quoi? Ben, c'est vivre mon TDAH pleinement et je pense qu'il y a effectivement ces années de «sagesse» entre guillemets, elles sont plus posées à se dire: «Bon, bah, voilà, effectivement, bah, moi je fonctionne comme ça et il va falloir qu'on s'adapte à moi». Les adultes, que j'accompagne aujourd'hui, elles ont entre, 35 et j'en ai même jusqu'à 80 ans. Elles n'ont plus envie de fonctionner pour les autres, elles ont envie de fonctionner pour elles, elles ont envie de se comprendre, et d'avancer, avec elles, main dans la main et regarder leur petite fille, enfin leur petite fille, intérieure en disant: «Bah, écoute, je suis désolée de t'avoir, fait subir tout ça. Aujourd'hui, je suis fière de qui je suis». Voilà. Le plus dur, en fait, c'est, par rapport aux enfants, c'est que malheureusement, on peut leur donner tous les outils du monde. Il y a les codes sociaux. Comprendre les codes sociaux ou les instruire à ces enfants, bah, finalement, c'est construire une fausse base. Parce qu'on leur instruit les codes sociaux des autres qui ne sont pas les nôtres. Donc en fait, on pousse un peu dans le masking aussi, puisque pour être accepté par les autres de sa classe, il faut qu'il ne soit pas comme ça. Il faut qu'il réponde comme ça. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ci, et cetera, et cetera. Donc finalement, on les aide un peu dans le masking. Mais d'un autre côté, s'ils ne le font pas, ils n'ont pas d'amis. Voilà. Donc ça, c'est la complexité. Et puis quand tu arrives à adolescent, toutes les aides que tu as mis en place, ils n'en veulent plus. Ils veulent plus voir les psys, ils veulent plus voir l'ergo, ils veulent plus. Ils veulent plus qu'on les aide, ils ne veulent plus être différents puisqu'ils veulent être comme les autres. Et c'est là où moi, ma base, quand j'accompagne un adolescent, c'est de créer l'identité du TDAH. En lui disant: «Bah, voilà, c'est vrai, oui, tu as un TDAH, mais il faut voir les bons côtés que ça peut t'apporter» et donc on c'est là-dessus qu'on travaille, c'est sur les bons côtés. Parce que oui, tu as un hyper focus, mais dis-moi un petit peu aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu adores travailler? Bah, voilà et alors on essaie de travailler là-dessus, en partant de ça, pour apporter toutes les approches. Mais et ça, c'est lié aux codes sociaux. C'est s'il a des aides, ses autres le trouvent comme différent et donc bah, moins de copains et voire même, il y en a beaucoup qui abandonnent les médicaments parce qu'ils ont l'impression que les médicaments, ben, ça les fait taire.
Alors que quand ils ont pas des médicaments, ils sont rigolos, ils sont impulsifs, ils font rire la classe, c'est le copain comique et donc ils préfèrent ne pas les prendre. Mais finalement, c'est pour être acceptés par les autres qui se mettent eux-mêmes en difficulté. Exactement, j'en ai entendu certains qui me disaient, si je prends les médicaments, c'est plus facile pour se concentrer, mais je perds toute ma créativité. J'ai l'impression d'être à côté de quelqu'un qui n'est pas moi. Et c'est sûr que rentrer dans le cadre scolaire, rentrer dans les cases, rester assis pour se concentrer, et se concentrer en écoutant le prof plus que en écoutant sa petite voix qui dit attention, ne bouge pas, sinon tu vas te prendre une heure d'école, ne bouge pas, sinon tu vas pas, etc. Le médicament, en fait, il va faire venir taire cette petite voix pour pouvoir écouter le prof. Et en même temps, oui, j'avais des ados qui me disaient mais je veux plus les prendre parce que c'est pas moi, en fait, je me reconnais pas. C'est compliqué de grandir avec ça. On comprend toute la violence intérieure. Mon petit garçon, il devait avoir 9 ans. Il était avec sa sœur qui avait 1 an de moins devant la porte de la maison. On partait à l'école. Et ma fille pleurait toutes les larmes de son corps en disant mais j'en ai marre d'être comme ça, je voudrais être comme les autres et ce serait tellement plus facile. Et avec une détresse terrible. Et mon fils la regarde en disant tu veux être comme qui? Non, parce que moi, les autres, je sais pas qui c'est, donc tu veux être comme qui? Tu veux être comme ta copine machine? Effectivement, disons aussi cette capacité de réflexion, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie à l'autre qui est assez impressionnante. Je vois que le temps file. Je te remercie infiniment pour ton temps et je te laisse le mot de la fin. Un immense merci pour tes partages. Avec grand plaisir. Bah, moi, je vais simplement dire, vivez votre TDAH pleinement. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure solution. Le fait de dire que le TDAH est handicapant, que le TDAH alors oui, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces difficultés, je ne les renie pas du tout. Mais il faut savoir que s'ils le vivent en difficulté, c'est parce qu'ils essayent toujours de rentrer dans une case. À partir du moment où on est dans sa propre boîte, franchement, la vie est belle. La vie est belle. On n'a plus aucune contrainte. En tous les cas, je ne me sens plus du tout contrôlé par mon TDAH, je le contrôle moi-même. Et ça, c'est la différence. C'est contrôler votre TDAH et la vie s'offre à vous. Voilà. C'est pas parce que vous ne le gérez pas aujourd'hui que vous êtes nul. Ça s'apprend. Je suis pas né simplement en gérant mon TDAH, on s'entend bien. J'ai eu, énormément de galères aussi, j'ai eu des burn-out, j'ai fait des très mauvais choix dans ma vie. Le TDAH m'a géré pendant longtemps, mais en travaillant, on peut franchement y arriver et on peut vraiment bien s'en sortir et bien le vivre. C'est ça que je veux, vraiment mettre, en avant. C'est ne vous laissez pas gérer par votre TDAH. Je vous assure, il y a d'autres solutions. Merci infiniment pour ces mots de la fin. Et effectivement, si je reboucle avec les valises du début, eh ben, j'ai envie de dire, choisissez la taille de votre valise. Parce que après tout, personne n'a dit qu'on devait tous rentrer dans une valise cabine. Tout à fait. Et merci infiniment, Catherine, pour de Avec grand très bons plaisir. moments. J'imagine que vous connaissez déjà tous Parenthèse TDAH, mais vous les retrouverez quand même dans les notes d'épisode. Donc je remettrai tous tes liens, évidemment, vers Catherine. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce que dit Catherine, aimé cet épisode, à le partager très largement, même possiblement à des gens où vous pensez que peut-être ça pourrait les intéresser, même si eux-mêmes ne savent pas que ça pourrait les intéresser. C'est comme ça qu'on se découvre. Et c'est très généreux de le faire passer. Merci beaucoup et à tout bientôt à tous. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.